C'est l'heure de Mardi Politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Roselyne, bonsoir à tous. Et ensemble, nous recevons Nathalie Arthaud, candidate de Lutte ouvrière à l'élection présidentielle. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Donc vous serez interrogée sur l'actualité française et internationale. Puis avec vous, Frédéric, la séquence aphorisme. Oui, un aphorisme, Nathalie Arthaud, c'est une pensée synthétisée en quelques mots, en une formule. Et je vous demanderai donc de vous prêter à cet exercice sur différents thèmes, différents mots que je vous soumettrai. Et enfin, la chronique Parfum de campagne avec Aurélien Devernois à la fin de cette émission. Mais tout de suite, le portrait. Nathalie Arthaud, depuis 10 ans, tous les 5 ans, vous réapparaissez, puis vous disparaissez jusqu'à la prochaine, comme un coucou dans un chalet suisse. Alors évidemment, pas à Megève. En 2017, vous obtenez le score de 0,64% des suffrages à l'élection présidentielle, mais vous avez la foi du charbonnier, persuadé que le grand soir arrivera. En digne héritière d'Arlette Laguillet, vous commencez toujours vos réunions publiques ou vos meetings par travailleuse, travailleur. Arlette était en avance sur le langage inclusif. Vous êtes professeur d'économie, gestion dans un lycée que vous abandonnez le temps de la campagne. Alors serez-vous aussi porté aussi longtemps qu'elle une utopie avec tout ce que cela peut comporter en quelque sorte de frustration? D'abord, je tiens à dire que je ne disparais que pour ceux qui vont rarement en manifestation, parce que tous ceux qui vont dans les manifestations peuvent me voir très régulièrement, vous savez. Non, je ne non, disparais... mais je parlais de votre présence médiatique aussi, ce qui voilà, peut aussi comporter une frustration d'ailleurs. La vie ne se résume pas à ce qui se passe dans le bocal. Non, la vraie vie, c'est aussi justement ces grèves, ces manifestations, ces luttes. Et je peux vous dire que Lutte ouvrière est toujours à l'avant-garde. Quant à l'utopie, écoutez, moi je crois que c'est effectivement mon combat. Et vous savez, je crois que c'est l'utopie qui fait avancer la société et qui a fait avancer l'humanité. Je suis convaincue que si personne n'avait jamais rêvé d'aller sur la Lune, on n'y serait jamais allé. Alors quelle différence vous faites entre une utopie et un fantasme? Ah non, mais moi je suis... Une utopie n'est pas censée se réaliser. Mais un fantasme peut. Elle n'est pas censée se réaliser. Écoutez, moi, je pense que justement, si. Je pense que la société communiste que j'appelle de mes voeux, c'est-à-dire une société organisée de façon collective, où chacun pourrait décider de ce qui est produit, de comment on s'organise, aurait son mot à dire, où ce n'est pas seulement de l'égalitarisme, c'est que le pouvoir appartiendrait à l'ensemble de la population laborieuse, à l'ensemble des femmes et des hommes, des classes populaires. Eh bien, je pense que cette société-là, en fait, elle est inscrite même, en réalité, déjà là, dans le fonctionnement même du capitalisme. Vous en faites quoi des riches? Alors, dans votre société? C'est vrai que comment dire, je m'inquiète assez peu du sort des riches. Moi, mon problème, c'est le sort plutôt des travailleuses et des travailleurs, comme vous l'avez effectivement indiqué. Et ce qui me révolte, c'est de voir que voilà, des femmes et des hommes, mais qui triment du matin au soir, aujourd'hui, eh bien, se retrouvent dans la difficulté pour faire leur plein, pour aller au boulot. Ils n'arrivent pas à se loger. Combien y a-t-il de retraités aujourd'hui qui n'arrivent pas à se chauffer et qui, pour se nourrir, doivent faire la chasse aux bons promos et aux points fidélité. Donc moi, effectivement, mon combat, c'est que ceux-là, ceux qui portent la société, ceux qui créent toutes les richesses, eh bien, ils puissent vivre dignement dans cette société. Nathalie Arthaud, vous vous inquiétez peu du sort des riches? Oui, assez peu, oui. Compte tenu de vos résultats aux élections, vous inquiétez peu les riches aussi. Est-ce qu'ils ont tort? Mais je pense que ce ne sont pas les élections qui peuvent inquiéter les plus riches. Parce que le système est bien rodé, en fait. Le système est bien rodé pour ne pas remettre en cause, justement, leur propriété privée, leur propriété capitaliste. Vous savez, le droit des Pfizer, des BioNTech, là, de faire des milliards de profits sur la vie humaine avec leurs vaccins. Donc, je pense que ce n'est pas les élections qui leur font peur. Non, ce qui leur font peur, ce sont les grèves. C'est quand, en fait, les femmes et les hommes sortent dans la rue et disent pour nous, c'est plus possible. On marche plus. On arrête de fabriquer vos profits, on arrête de fabriquer vos capitaux. Et là, on sent qu'il y a un changement
changement d'état d'esprit. Combien de fois dans des grèves générales, je pense à 68 par exemple, mai 68, eh bien les patrons ont demandé, ont accouru donc au ministère du Travail pour dire il faut organiser une grande réunion, ça peut pas, ça ne peut pas continuer comme ça. Donc c'est ça qui peut leur faire peur, et moi je pense que c'est comme ça que la société changera en effet. Alors Nathalie Arthaud, vous dites que les travailleurs n'ont rien à attendre des élections. Pourtant, vous avez un candidat à l'élection présidentielle, enfin lutte ouvrière, depuis 1974. Donc, est-ce que ce n'est pas contradictoire ? Alors je dis précisément que les travailleurs ne peuvent pas espérer changer leur sort au travers des élections. En revanche, dans une élection, eh bien, chacun peut s'exprimer, peut porter ses convictions et peut se rassembler en fait derrière un programme et derrière des perspectives. Et moi, c'est ça que je demande. Oui, mais si vous voulez renverser le capitalisme, il faut bien que ce soit par des élections ou alors par une révolution. Moi, je pense que oui, les choses changeront par une révolution, véritablement. Mais moi, j'appelle à un vote révolutionnaire. J'appelle à un vote de conscience. J'appelle à un vote de combativité. Vous savez, quand on travaille, quand on est ouvrier, quand on est aide à domicile, quand on est employé, gardien, enfin, on sait très bien que le lendemain de l'élection, on va retourner au boulot. On va se retrouver confronté à la même exploitation, aux mêmes chefs, aux mêmes lois qui sont là pour nous écraser notre salaire, aggraver nos conditions de travail. Les élections ne changeront pas ça. Elles ne vont pas changer que il y a des riches qui utilisent effectivement le pouvoir de leurs capitaux pour imposer leur domination sur à la fois les travailleurs mais sur toute la société. Une élection ne change pas cela. Elle ne change pas cette réalité-là d'une société qui est gouvernée par la loi du profit, par la concurrence. Bon, mais en revanche, on peut dire, quand on appartient au monde du travail, on se rassemble derrière un parti, justement, des travailleurs qui a pour perspective là de dire, on doit s'unir, nous constituons une force, on doit se faire respecter. Et on doit se faire respecter, effectivement, au travers du rapport de force. Trotsky, qui inspire votre mouvement, disait, je le cite, un parti qui n'aspire pas à s'emparer du pouvoir ne vaut rien. Est-ce que vous partagez son analyse ? Mais tout à fait. Est-ce que vous aspirez à prendre le pouvoir ? Moi, mon but, c'est que les travailleurs prennent le pouvoir. C'est qu'effectivement, les travailleurs qui font tout tourner dans cette société la dirigent. Donc sans chef, une forme d'anarchie ? Non, je pense qu'il y aura des organisateurs. On peut très bien ne pas les appeler des chefs. Ça peut être des coordinateurs, des chefs d'orchestre, si vous voulez. Le chef d'orchestre, c'est un chef. Oui, il est chef de l'orchestre. Oui, il est chef de l'orchestre, mais vous voyez, il n'y a aucune raison qu'il choisisse les morceaux qu'on va jouer. Non, mais il choisit le tempo, il choisit la manière dont on joue, et c'est très important. Alors, oui, et ça n'est pas la même musique selon que c'est l'un ou l'autre. Même ça, vous voyez que ça peut être discuté. Vous avez affaire à un mélomane. Même ça peut être discuté démocratiquement et soumis au vote de chacun. En tout cas, moi, ce que je pense... En tout cas, ça ne se fait pas, je vous le dis. Ce que je pense, c'est que on l'a vu, y compris pendant la pandémie. Parce que pendant la pandémie, il y a eu ce moment-là où finalement, souvent, le haut de la hiérarchie, le haut et même des fois la hiérarchie intermédiaire avait disparu, confiné. Et puis le boulot a continué. Le boulot, il a continué dans les hôpitaux, sans qu'il y ait ces managers-là qui se conduisent comme des comptables, etc. Et les problèmes de réorganisation, je peux vous dire que c'est les infirmières, les aides-soignantes qui les ont résolus avec leur propre initiative, avec leur réflexion collective, en s'organisant par en bas. Et ça, c'est vrai dans beaucoup d'entreprises. Je pense à des centres commerciaux, à des supermarchés, où effectivement, ce sont les salariés qui se sont réorganisés. Ils n'ont pas eu besoin de hiérarchie. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que oui, les travailleurs, ils font tout tourner. D'ailleurs, ils résolvent les problèmes les plus importants, les plus complexes, techniquement. Souvent, d'ailleurs, on leur demande de faire l'impossible. Ils font l'impossible. Donc, je pense qu'ils peuvent aussi décider. C'est sérieux quand je dis les travailleurs au pouvoir. Personne ne dit que vous plaisantez. C'est sérieux et je pense que beaucoup peuvent le toucher du doigt. On est capable de faire tourner les entreprises, les actionnaires. Ils servent à quoi, les actionnaires ? Avant qu'on évoque quelques-uns des éléments de votre programme, de vos propositions, est-ce qu'il y a, pour qu'on comprenne bien, au fond, ce à quoi vous aspirez et à quoi ressemblerait le monde que vous nous proposez, est-ce qu'il y a, dans l'histoire, une société qui se soit un peu approchée ou totalement approchée de ce monde que vous voulez pour nous ? Oui, il y a des moments... La Commune de Paris ? Révolutionnaires. La Commune de Paris, par exemple, en effet.
La Commune de Paris, parce que vous voyez, la Commune de Paris, ils se sont retrouvés dans une situation catastrophique. Il y avait eu un siège de Paris avec la famine, avec énormément de misère et de détresse. Eh bien, les communards qui se sont organisés se sont attelés à résoudre d'abord et avant tout les problèmes des classes populaires, c'est-à-dire leurs problèmes. Par exemple, trouver un toit pour tous, trouver de quoi ravitailler absolument tous les quartiers, permettre aux enfants de prolétaires, de petites gens, d'avoir une éducation, d'aller apprendre. Et ils ont compté là-dessus, sur la solidarité, le fait, l'engagement collectif. Donc oui, moi, je conçois cette société comme ça. Et vous savez, pendant la pandémie, moi, je parle du premier confinement. Moi, j'ai été confortée dans ces convictions-là quand j'ai vu la foule d'initiatives qui étaient prises. Vous savez, ces réseaux de solidarité qui s'organisaient pour fabriquer des masques artisanaux, les gens qui allaient porter de quoi déjeuner aux hôpitaux, qui se débrouillaient, qui leur proposaient même de dormir pas loin de l'hôpital. Enfin, vous voyez, cette mobilisation collective, eh bien, cette énergie-là, cette initiative, je pense que oui, ce sont des moments qui donnent une idée de ce qu'on pourrait faire si on n'était pas sans cesse entravé par la propriété privée capitaliste, par le manque de moyens par les ordres qu'on doit attendre d'en haut, quoi. Dans votre programme, vous proposez une hausse du SMIC à 2 000 €. Oui. Alors quand on voit que Fabien Roussel, c'est, je crois, lui, le communiste, que 1 500 €. 1 800. Je crois qu'il est à 1 800. Ah bon, il me semblait 1 500. Mais bon, peut-être que... À 1 500 net, peut-être, je sais pas. 1 500 net, c'est 2000. Et Mélenchon, 1 400. Donc, première question... Ils sont petits bras à côté de vous ? Eh bien, simplement, ils partent pas des besoins. Voilà, ils partent pas des besoins des femmes et des hommes pour vivre. Parce que quand on fait le calcul de ce qu'il faut, parce que moi, c'est comme ça que je raisonne. Oui. De quoi avons-nous besoin pour vivre dignement, pour pas être dans l'angoisse permanente de se retrouver dans la galère parce que sa voiture... mais ça ne va pas pénaliser les entreprises, ça Alors, voilà, moi, vous voyez, je ne raisonne pas. Est-ce que ça va pénaliser ou pas les entreprises ? Mais oui, mais c'est eux qui créent la richesse, Nathalie. Alors, moi, ce que je vois, c'est que ça pénalise aujourd'hui des salariés, des gens qui sont combien utiles à la société. Les premières lignes, tout le monde... Dans un monde idéal, vous avez raison. Tout le monde a rendu hommage à ces premières lignes, a rendu hommage à leur courage, etc. Vous vous rendez compte que la plupart, ils sont au SMIC, 1 270 €. Ils doivent demander des aides. Et il y a l'inflation qui va s'installer. Des aides pour le loyer, des aides pour mettre... Ouais. Mais c'est dingue. Donc moi, je pars des besoins. Je dis 2 000 €. 2 000 € net par mois, effectivement, pour les salaires. Dans votre société, pour les retraités aussi. Pour les retraités, j'aggrave mon cas. Je dis aussi pour les retraités. Une société dans laquelle on répond aux besoins, c'est sans doute formidable. Mais qu'est-ce que vous faites des envies dans votre monde? Alors, d'abord... on a le droit d'avoir envie, d'abord, le besoin de... On a compris ce que c'est qu'un besoin et la distinction... Oui. Eh bien, excusez-moi, mais on est d'accord sur voyez, pour quelqu'un qui mange jamais de viande ou très peu de viande ou qui se prive de fromage, eh bien, il a envie de manger du fromage. Il a envie de manger de la viande. Comment vous considérez les envies? Est-ce que les envies dans votre monde ont le droit de s'exprimer et éventuellement la possibilité d'être satisfaites? Mais justement, les envies pour tous. Les envies de tous pourront être satisfaits et pas seulement les envies de quelques riches, pas seulement le caprice. Vous auriez envie de quoi, vous, Nathalie Arthaud? Vous avez envie de quoi, alors, par exemple, vous, dans la vie? Moi, vous voyez, j'ai envie de changer cette société. Moi, mais matériellement, par exemple, ou une envie? Non, mais matériellement, c'est pas... vous en fichez? Moi, je n'imagine pas, comment dire, créer mon petit cocon dans cet océan de misère. Vous savez, moi, je sors de chez moi, qu'est-ce que je vois? Un camp de migrants. Des jeunes qui dorment dehors. Aujourd'hui, vous avez vu combien ils faisaient cette nuit? Ils dorment. Je les vois tous les jours. Alors, je peux vous dire que moi, l'idée de je vais me créer mon petit cocon, me mettre des œillères, ça marche pas. Oui. Je ne peux pas le concevoir. Alors par ailleurs, vous voyez, aujourd'hui, il y a des riches qui ont envie d'aller dans l'espace. Eh bien, ils peuvent aller se balader dans l'espace. Ouais. Alors, vous êtes retraité, vous avez bossé toute votre vie, vous êtes chez vous, vous ne pouvez même pas vous chauffer à 20 degrés. C'est normal, Nathalie ça? Arthaud, qu'est-ce que vous inspire un pauvre qui a envie de devenir riche? Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est simple à comprendre. C'est un pauvre qui a envie de devenir riche. Non, parce que la richesse, vous savez, c'est relatif. Eh bien oui, c'est très relatif. Figurez-vous que c'est très relatif.
la richesse. Figurez-vous que sur un marché, il y a un certain temps de cela, j'ai discuté avec un jeune qui avait toujours galéré de stage en stage, qui avait aussi été au RSA. Et pour lui, un SMIC, c'était devenir riche. Et il me l'a dit comme ça. Et un SMIC, je voyais, ça lui faisait briller les yeux. Il n'avait jamais touché un SMIC. Ouais. Jamais touché un SMIC. Ça le faisait rêver. Alors vous voyez, pour lui, c'était ça, devenir riche. Alors moi, mon problème, c'est pas de devenir riche individuellement. Moi, je pense que cette société, elle a les moyens de faire en sorte qu'on devienne riche ensemble. Mais riche dans le bon sens du terme. C'est-à-dire pas, enseveli sous une tonne de richesse matérielle. Mais justement, riche de ce qu'on est. On pourrait baisser le temps de travail. On pourrait, si vraiment toutes les richesses qu'on a dans cette société étaient mises à la disposition de tous et qu'on réorganise en fonction des besoins, des envies, eh bien, on pourrait faire un tas de choses. Déjà, il n'y aurait plus une personne qui meurt toutes les 10 secondes de faim dans le monde. Parce que c'est ça aujourd'hui. Une personne meurt toutes les 10 secondes de malnutrition ou de faim. On pourrait réorganiser le travail. On pourrait faire que, justement, on passe pas sa vie au boulot. Et ça changerait tout. Mais les rapports humains, ça transformerait nos vies à tous. Je vais vous donner un exemple qui émeut beaucoup de gens, parce que vous dénoncez depuis des décennies le capitalisme, la politique des profits, vous venez de le dire, et je ne sais pas si vous avez vu, aujourd'hui paraît chez Fayard un livre choc, une enquête intitulée « Les Fossoyeurs », dénonçant le business des maisons de retraite privées appartenant à des grands groupes, et le journaliste raconte comment les personnes âgées sont maltraitées, sont rationnées pour faire des économies. Donc comment agir, d'après vous, pour contrer ces pratiques scandaleuses ? Bah oui, vous voyez que là, rapacité, pour le coup, il y a de quoi s'émouvoir aussi dans ce que vous prenez. La rapacité n'a pas de limite. Voilà. Et on le voit bien, c'est-à-dire que les groupes capitalistes sont prêts à se jeter sur tout pour faire leur profit. Y compris maltraiter ces vieux. Et maltraiter. Oui. Mais même, vous savez, quand même, les brevets sur les vaccins qui empêchent... Non, mais restons là-dessus. Ça veut dire que le droit de faire des profits passe avant la vie humaine. Et c'est une illustration, ce qui se passe dans les EHPAD. Mais vous savez... Voilà, vous prenez peut-être un exemple sur les vaccins, puisque c'est considéré mais c'est pareil. Comme sauver des vies, le vaccin. Mais là, c'est pareil. En l'occurrence, on laisse des anciens... On les prive de soins, on les prive de leur moment de vie précieux. Vous vous rendez compte quand il y a c'est pour ça que je vous pose cette question. Une enveloppe de 5 € pour qu'ils mangent, qu'on va supprimer, par exemple, le goûter, le 4 heures, parce que ça ne rentre pas dans le budget. Et ça coûte 6 000 € par mois, un EHPAD. Là, en l'occurrence, l'EHPAD dont il est question, va même de 7 000 jusqu'à 12 000 €. Mais alors, donnez-vous... Et vous savez comment sont payés ? On peut s'indigner, mais on fait quoi, Nathalie Arthaud ? Alors, justement, moi, vous savez... Ça m'a fait penser à la campagne de 2017, parce que déjà en 2017, moi je me souviens très bien l'avoir dénoncé lors d'un grand débat. Lors d'un des grands débats, ce scandale-là des EHPAD. Parce que ce que a dénoncé le journaliste là, n'importe quel salarié des EHPAD vous le raconte. Et vous le raconte depuis des années et des années. En fait, s'il y avait... Il faut quand même préciser que ça ne concerne qu'une part relativement minoritaire des EHPAD qui, pour une semble-t-il, je ne suis pas un spécialiste de la question, mais pour une part prépondérante, sont des établissements publics ou gérés par des associations à but non lucratif. Non, pas que. Je crois qu'il y a à peu près 20% des EHPAD qui sont du business pur. Là, on parle d'Orpea, mais on peut parler de Corian. Voilà. Et vous savez, comme il y a des cliniques privées de plus en plus nombreuses qui sont cotées en bourse maintenant. Donc, on fait du fric avec tout, avec la santé. Bon, demain, s'ils pouvaient nous vendre l'air qu'on respire, ils le feraient, je peux vous le dire. Et ils feraient des profits dessus. Mais bref, je ferme la parenthèse. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a une revendication que je porte aussi dans cette... vous voyez, je parle de revendication, mais un objectif que je porte dans cette campagne, c'est de dire... que les salariés doivent pouvoir dire ce qu'il se passe dans les entreprises et signaler. Non, ils ne le font pas. Parce que s'ils ouvrent leur bouche sur des dysfonctionnements, ils sont mis à la porte. Et vous regardez le nombre de salariés qui parlent
en restant anonymes, oui. parce qu'ils ont peur pour leur emploi. Mais on devrait donner la possibilité à tous les salariés de dire, et dès qu'il y a un dysfonctionnement, dès qu'il y a une malversation, et dès qu'il y a comme cela de la maltraitance, qu'ils puissent le dire. Donnons la parole aux salariés. Et comme ça, on imposera un contrôle, en effet, un contrôle à la fois sur les agissements, sur les décisions, et un contrôle aussi sur les comptabilités. Parce qu'on n'est pas allé au bout de la discussion tout à l'heure, mais vous m'avez dit que 2 000 €, c'est impossible de le payer, ça mettrait les entreprises en difficulté. En tout cas, vous voyez, qu'on contrôle les comptes, qu'on regarde ce qu'il y a dans les comptabilités des entreprises, qu'on nous donne cette possibilité-là, et qu'on arrête avec ce chantage de nous dire qu'il n'y a pas d'argent, alors qu'on voit les grandes fortunes accumulées. Bernard Arnault, vous savez combien il a fait de dividendes par jour en 2020 ? Il faut que vous acceptiez qu'on vous interrompe de temps en temps. 3 millions par jour. 3 millions par jour, il a encaissé de dividendes en 2021. On va aborder dans vraiment un très bref instant les questions internationales. Peut-être d'un mot tout de même, puisque vous avez parlé des laboratoires pharmaceutiques, des vaccins, etc. Comment jugez-vous la manière dont la crise sanitaire a été jugée par le président de la République et par le gouvernement ? Moi, je trouve que là, c'est avec l'histoire de faire porter la responsabilité de la recrudescence de l'épidémie sur les non-vaccinés, avec ce pass vaccinal, je pense que le gouvernement fait une diversion politique. Il fait une diversion politique pour ne pas que l'on regarde la catastrophe. En fait, le fruit de sa politique dans les hôpitaux, dans l'hôpital public. Et ça, c'est un grand tour de passe-passe qui est scandaleux parce qu'en fait, la situation reste catastrophique dans les hôpitaux. Ils n'ont rien fait sur ce terrain-là. Ils n'ont même pas été capables, vous voyez, d'augmenter les salaires du personnel des hôpitaux pour qu'ils restent à l'hôpital. Ils n'ont même pas été capables de cela. Mais pas assez. Enfin, il y a eu le Eh bien, pas assez. Ségur. Pas assez pour arrêter l'hémorragie, pas assez pour arrêter les démissions et les départs de gens qui n'en peuvent plus. Il fallait au minimum faire cela, ils ne l'ont pas fait. Nathalie Arthaud, on va passer au monde devant vous, c'est-à-dire l'actualité internationale à 18h32. On se retrouve tout de suite. Alors, Nathalie Arthaud, un militaire français a été tué samedi à Gao, au Mali, lors d'une attaque au mortier du camp militaire de Barkhane. C'est le 53e militaire français qui est tué au combat au Sahel depuis 2013. La France mène-t-elle un combat juste contre le terrorisme islamiste au Mali, ou devrait-elle se retirer selon vous ? Nous faisons partie de ceux qui se sont opposés au fait d'aller au Mali. Nous avons toujours dénoncé les troupes françaises, la présence des troupes françaises en Afrique. Voilà. Nous pensons que ça ne fait que rajouter de l'huile sur le feu. Donc nous, c'est pas aujourd'hui que nous disons que c'est un fiasco. C'était en 2013, quand Hollande y est allé. Nous nous sommes opposés. Voilà, c'était l'opération Serval. Je me souviens qu'à l'époque, y compris François Hollande, avait pousser des hurrahs au bout de quelques mois en disant c'est bon, c'est dans la poche, on a gagné, etc. Et puis aujourd'hui, 8 ans après, qu'est-ce qui s'est passé ? Pour éviter quand même que les islamistes fondent sur Bamako. Oui, mais sauf que là, aujourd'hui, on en est où ? En fait, ils ont essaimé. Alors, certes, ils se sont dispersés, mais la région est encore plus traversée de bandes rivales, armées, qui rackettent les populations, qui les prennent en otage, qui les massacrent. Arthaud, si on doit partir, puisque vous dites qu'il faut, le pire, c'est que ça s'est répandu. Pas être là-bas. Vous dites qu'on doit pas être là-bas. Donc, si on se retire, qu'est-ce qu'on fait ? On dit à ces pays, le Mali, le Burkina Faso, par exemple, là, dans lequel un coup d'État vient d'avoir lieu, on leur dit débrouillez-vous avec vos terroristes, nous, ça n'est plus notre affaire, c'est ça ? La France ? Oui, je parle de la France. La France, sauveur de l'Afrique ? Non, mais c'est une blague. Mais c'est ça aussi. Mais est-ce que la position doit être d'assumer, de dire on n'y arrive pas, on s'en va, débrouillez-vous ? Mais la France n'est pas le sauveur de l'Afrique et c'est sûrement pas ce qui guide les interventions françaises en Afrique. Combien y a-t-il eu d'interventions françaises en Afrique depuis la décolonisation ? Des dizaines. Est-ce que ça a mis fin au sous-développement, aux dictatures, au régime corrompu, à la déliquescence de tous ces États ? Non, jamais. Pourquoi ? Parce que le but, c'est de préserver l'influence des intérêts
français, l'influence de la bourgeoisie française, des Bolloré, des Bouygues, l'influence de nos groupes, de Total, d'Orano pour l'uranium. Donc c'est une question d'impérialisme. Bien sûr, c'est une présence coloniale, impérialiste. Oui. C'est donc le terrorisme dans tout ça qui est largement contrebattu par la Chine aujourd'hui, vous savez. Mais non, écoutez, pour l'instant, les milliers de soldats, ils sont français, ils sont pas chinois. Ils sont pas chinois. Et quand la Chine vient faire des affaires en Afrique, il y a des armées économiques en quelque sorte. D'accord. Enfin, la France conserve encore des bons morceaux, des bons. Donc c'est l'arbre qui cache le terrorisme, c'est l'arbre qui cache la forêt. Non, mais le terrorisme, c'est le sous-produit. Le sous-produit de toute cette misère, le sous-produit de toutes ces frustrations, le sous-produit de cette situation. De toute façon, voilà, quand vous arrivez à avoir une Kalachnikov, ça vous donne un petit pouvoir et la possibilité de vivre mieux. Voilà, c'est ça les causes profondes du djihadisme. Et voilà, en réalité, vous savez ce qui se passe en fait au Sahel, c'est un petit Afghanistan, hein. C'est un petit Afghanistan. Et on va vers exactement le même fiasco. Et les Américains, là, ils ont mis d'autres... C'est pas très rassurant, votre constat. Non, mais ça... Mais l'État de l'Afrique, de toute façon, est à mettre sur le compte des grandes puissances, et à commencer, bien sûr, par la France. Et là-dessus, il faut faire le constat que justement, à chaque fois, on nous dit on y va pour apporter le meilleur, pour protéger la population, et résultat, non, ça recule. On va parler de la Russie et de ces menaces de guerre, en tout cas agitées par Vladimir Poutine. Les tensions sont extrêmement fortes, on le voit, entre la Russie et l'Ukraine. Redoutez-vous une escalade militaire et vous seriez au pouvoir aujourd'hui, vous diriez quoi à Poutine ? Alors d'abord, je pense que c'est possible. Qu'il envahisse l'Ukraine. Non, je pense que c'est possible qu'il y ait une escalade militaire et qu'on se retrouve face à une guerre. Bien sûr. Je crois que voilà le résultat de nos dirigeants politiques. C'est-à-dire qu'il y a des menaces de guerre. On ne va pas vers une ère de prospérité, d'harmonie entre les peuples. C'est des rivalités dans tous les sens. Et je tiens à dire que présenter Poutine comme l'agresseur, c'est quand même occulter le fait qu'il y a une guerre d'influence qui est menée, y compris par les États-Unis, au travers de l'OTAN, qui effectivement cherche à se positionner au plus. Donc, vous voulez dire que c'est légitime de la part de Poutine de dire on ne veut pas que l'Ukraine rentre dans l'OTAN, donc on montre nos muscles. Ne me ferez pas la défenseuse de Poutine. Je dénonce. Je suis votre. Je dénonce ce régime, mais exactement comme je dénonce l'impérialisme américain, voilà, l'impérialisme des États-Unis, qui œuvre pour effectivement étendre son influence et qui a amassé des troupes désormais aux portes effectivement de la Russie. Donc c'est toute cette situation-là. C'est de toute façon, vous savez, le capitalisme. C'est aussi la guerre économique, c'est aussi les rivalités. Oui, et c'est des guerres d'influence permanente. Alors là, c'est le grand retour de la guerre froide. Un jour, c'est contre les Russes. Le lendemain, c'est contre les Chinois. Mais c'est vraiment cette société-là qui ne fonctionne que par rapport de force. Donc moi, cette société-là, je veux la changer pour cette raison. Alors, on va passer à la rubrique aphorisme avec Frédéric. Alors Nathalie Arthaud, je vous l'ai dit, donc un aphorisme, c'est une formule, une pensée très brève sur un sujet. En voici quelques-uns à titre d'exemple. De tous les événements inattendus, le plus inattendu, c'est la vieillesse. Vous savez qui a dit ça ? C'est pas le but, hein. C'est Trotsky. C'est pas là qu'on l'attend forcément, en effet. Lui non plus d'ailleurs. Voilà, bon. C'est pas question pour un champion, hein, bien sûr. Examine si ce que tu promets est juste et possible, car la promesse est une dette. Confucius. Et puis sur un registre plus léger, parce que j'aime bien en ajouter un comme ça, ne remets pas à demain ce que tu peux faire après-demain. Alphonse Allais. Alors je vais donc vous demander de vous prêter à cet exercice sur quelques mots que je vais vous suggérer, sur quelques thèmes. On va commencer par un qui devrait vous inspirer, la révolution. La révolution, pour moi, c'est un accélérateur de l'histoire. C'est pas de moi, ça c'est Marx a dit quelque chose dans le genre. Vous empruntez un peu, mais enfin commencez pas immédiatement à qui. Mais voilà. On va vous en laisser. En tout cas, la révolution, voilà, c'est un accélérateur de l'histoire. Le travail.
Le travail, le travail, c'est... Un mal nécessaire? En tout cas, aujourd'hui, c'est le contraire de la liberté. Voilà. Le contraire de la liberté. Le pouvoir. Alors moi, j'ai envie de dire le pouvoir aux travailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, je le redis. Le pouvoir doit appartenir aux travailleurs, à ceux qui font fonctionner la société. L'argent. L'argent, l'argent, il faut tout le prendre. Il faut le prendre. Voilà. Comme disait Jean Marchais, il faut aller chercher l'argent là où elle est. Voilà, allons chercher l'argent là où il est, exactement. Là où elle est, il disait. Là où elle est. C'est pas le lieu... Enfin, voilà, on va pas s'étendre, mais il faut le prendre. Et puis une fois qu'on l'a, Georges Marchais n'est pas tellement dans mes références. Je sais. Mais là, on sait. Nathalie Arthaud, la France. Alors, j'ai envie de dire, les travailleurs n'ont pas de patrie. Les travailleurs n'ont pas de patrie. Voilà. Donc, il n'y a pas France dans... Bah non. La démocratie. Alors, la démocratie, ça me fait penser quand même à quelque chose que j'aime bien rappeler. Je crois que c'était Coluche. Hein. Ouais. C'est la dictature, c'est ferme ta gueule, et la démocratie, c'est cause toujours. Voilà, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Le peuple. Le peuple. Bernard Arnault fait-il partie du peuple? Voilà, pour moi, le peuple, il y a le peuple. Il y a deux peuples. Il y a le peuple laborieux, oui. Il y a les classes populaires, il y a le monde du travail. Et puis, il y a ceux qui sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche. Et ces deux peuples se croisent jamais. Si, sauf pour les femmes, quand les femmes de ménage vont travailler. Un petit dernier, la réussite. La réussite, elle sera collective. Il n'y aura pas de réussite individuelle. La réussite, la vraie réussite, elle sera collective. Donc la réussite ne peut être que collective. Elle sera une œuvre collective. Eh bien voilà, merci. On va maintenant passer à autre chose, justement. Tout à fait autre chose. On va vous découvrir un peu plus personnellement. Non, tout n'est pas politique. Alors Nathalie Arthaud, qu'est-ce qui dans votre enfance, en bon ou en mauvais, aurait pu motiver votre engagement politique ? Alors, je vais commencer par le bon. Non, mais le bon, très clairement... j'ai été éveillée, je pense, à la situation du monde. Et c'est vrai que j'ai été influencée par ce qu'on appelait des catholiques de gauche. Des catholiques de gauche qui en particulier s'inspiraient de la théologie de la libération en Amérique latine, etc. Et donc voilà, ils nous avaient fait faire des choses sur la famine en Éthiopie. Et je pense que ma conscience politique, elle est née. Voilà, j'avais peut-être 12-13 ans. Et en mauvais ? En mauvais, en mauvais, disons que j'étais dans un milieu très de commerçants dans un petit village, donc finalement j'avais un univers assez étriqué à la base. Bon, et puis c'est quand je suis partie faire mes études à Lyon que j'ai là vraiment, voilà, j'ai fait le saut dans le monde, on va dire. Est-ce qu'on peut être votre amie Nathalie Arthaud si on est de droite ? Si on est de droite, alors c'est pas tellement être de droite, hein, parce que c'est ma question pourtant. Mais si vous voulez la reformuler pour y répondre mieux, allez-y. Mais... Voilà, je serais difficilement amie avec quelqu'un qui exploite les autres. Voilà. Et quelqu'un de droite, nécessairement... Mais il peut y avoir, y compris des petites gens, qui se trompent, qui sont de droite. Il y a des gens qui croient être de droite, mais en fait, ils sont de gauche, c'est ça. Parce qu'ils confondent les valeurs, d'honnêteté, mais là, on sort etc. Voilà. On sort de notre axiome de base, là, qui est de parler de tout politique. Ah bon, pas de politique. Qu'est-ce qui vous fait pleurer, Nathalie Arthaud ? Alors là, moi, je sais pas, j'ai des bouquins, des films, des situations qui me font pleurer, oui, bien sûr. Et rire, ça vous fait rire ? Beaucoup de choses. Alors, beaucoup de situations qui me font rire, des situations improbables, voilà. Bon, puisque vous parlez de bouquins, de films, quel est votre personnage de fiction préféré ? Bon, moi, j'aime beaucoup Thelma et Louise. C'est donc deux femmes qui découvrent, qui découvrent la liberté. La liberté, oui. Voilà. Mais dans une espèce de fuite en avant. Parce que toute la société est là, derrière, il y a une pression qui les pousse finalement... Et ça se termine mal. À faire le grand saut. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, réussir sa vie ? Je crois que c'est d'être fidèle à son idéal et puis de se battre pour son idéal.
Qu'est-ce qui vous manque pour être aussi populaire qu'Arlette Laguiller? C'est peut-être une grève générale. Très original. Ah bah non, mais parce que ce qui avait fait connaître beaucoup Arlette Laguiller, c'était la grève des banques de 74. Et puis aussi, ça avait été quand même le fait qu'elle soit la première femme candidate. Ouais. Donc là, une grève générale, oui, peut-être que ça me rendrait connue un petit. Mais le problème, c'est pas d'être connue, hein. C'est pas mon problème. Non, je n'ai pas parlé de notoriété, mais de popularité. Qu'est-ce que vous n'avez jamais osé faire et que vous aimeriez faire, vous rêveriez de faire, dans tous les domaines? Ouf. Alors là, non. Qu'est-ce que j'aurais aimé faire et que... Être Thelma et Louise. Waouh, moi j'aimerais avoir plein de vies, mais en plus je pense que c'est possible d'avoir plein de vies dans une. Que feriez-vous si vous gagnez au loto? Vous allez me dire, je joue pas. Bah oui, mettons joue pas. Que vous ayez une grosse somme d'argent, vous en faites quoi? Je pense que je donne à Lutte ouvrière. La totalité. La totalité, bien sûr. Rien pour vous? Mais non, rien pour. Mais mon problème, c'est voilà. Encore une fois, c'est mon combat. Mon combat, c'est moi. Mon combat, c'est moi. C'est voilà. Bon, eh bien, écoutez, merci. Nous allons passer donc à Parfum de campagne avec Aurélien Devernois. Bonsoir Aurélien. Bonsoir Roselyne, bonsoir Frédéric et bonsoir Nathalie Arthaud. Donc dans Parfum de campagne, cette semaine, nous allons parler de drapeaux et de chansons parce que vous le savez forcément, ça a un petit peu changé à gauche ces dernières années au niveau des drapeaux. L'évolution la plus nette, c'est chez Jean-Luc Mélenchon évidemment. Lors de sa première candidature Front de gauche en 2012, c'était drapeau rouge et international à chaque fin de meeting, reprise en chœur, l'international. Mais depuis 2017, changement de stratégie, les drapeaux français sont partout. Ces drapeaux, ils sont même distribués à l'entrée, comme d'ailleurs dans les meetings de droite et d'extrême droite. L'international, elle a cédé la place à la Marseillaise. D'ailleurs, au meeting de Nantes, où j'étais il y a 10 jours, il y a eu une petite tentative dans la file d'attente de lancer l'international par certains militants. Et ça n'a pas vraiment fait recette. Jean-Luc Mélenchon explique que s'il a renoncé, c'est qu'en effet, ce chant ne parlait plus vraiment aux personnes qui se rendent à ces meetings et que de toute façon, le drapeau français et la Marseillaise, ce sont aussi des symboles révolutionnaires et qu'il est hors de question de les abandonner à l'autre camp, à la droite. Un point de vue qui est d'ailleurs partagé par le Parti socialiste. Là aussi, drapeau français et Marseillaise sont de rigueur. Exemple à Perpignan, au meeting d'Anne Hidalgo en décembre dernier. Même les communistes s'y sont mis. Cela répond à une volonté de s'éviter un procès en manque de patriotisme, nous dit-on, mais aussi parce que cette campagne 2022, elle est plus orientée que jamais sur la marque France, insoumis, socialistes, communistes, défendent une forme de protectionnisme économique ou encore de défense de la spécificité de la République française sur la laïcité, par exemple, entre ces trois familles de la gauche et les écologistes. Ce qui fait débat, en fait, c'est plutôt le drapeau européen, revendiqué par le PS et les Verts et vilipendé par l'Union populaire de Jean-Luc Mélenchon. Alors, adieu drapeau rouge et international, non. Et vous êtes là pour nous le prouver. D'ailleurs, lors de votre meeting d'Aubervilliers l'automne passé, on a pu le voir. International, reprise en chœur à la fin du meeting. Drapeau rouge siglé Lutte ouvrière, agité dans la salle. On reste sur les fondamentaux du côté de LO. J'ai une première question. C'est vous qui chantez ? Non. Non, j'en suis incapable. Et ça, c'est le meeting du 9 octobre, en fait. C'est le meeting du 9 octobre et d'ailleurs j'en refais un le 12 février où effectivement je donne rendez-vous à tous ceux qui veulent chanter l'international de bon cœur et brandir un drapeau rouge. Alors justement, ces symboles patriotiques que sont le drapeau bleu, blanc, rouge et la Marseillaise, pour vous, est-ce que c'est de gauche ? Mais en tout cas, cela ne correspond pas aux intérêts des travailleurs. Vous avez dit dans votre intervention qu'ils veulent défendre la spécificité de la France. Hein. Eh bien, moi, je veux défendre la spécificité des travailleuses et des travailleurs. Et cette spécificité des travailleuses et des travailleurs, c'est la même à l'échelle du monde entier, à l'échelle de la planète. C'est d'être exploité. Voilà, c'est d'être exploité, c'est d'avoir des salaires écrasés, parce que c'est en écrasant le salaire qu'on augmente les profits, c'est en réduisant les droits à la retraite qu'on augmente les dividendes, etc. Donc ça, c'est une spécificité de l'ensemble des travailleurs. Donc, et moi, effectivement, si vous êtes élu, mon combat, c'est le monde du travail. Et plus de Marseillaise. Exactement. D'abord, si ça sera quoi l'alternative ? Vous savez, si j'étais élue,
il y aurait un sacré bouleversement dans l'ensemble de la société. Et comme j'appellerais d'abord les travailleuses et les travailleurs dans toutes les entreprises à se regrouper, à porter leurs revendications et à imposer leurs revendications devant leurs patrons, devant leurs responsables. Et oui, et ce serait un bouillonnement pour l'ensemble de la société. Et je suis convaincue que les travailleurs, là, ressentiraient la nécessité d'avoir effectivement leur propre drapeau, c'est-à-dire d'indiquer qu'ils sont en train de créer... Un drapeau rouge ? Un drapeau rouge, oui, bien sûr, c'est-à-dire le drapeau et derrière lequel... comme hymne, comme l'Union soviétique durant une petite quinzaine d'années. Vous savez, l'international, ça ne date pas de l'Union soviétique. Tout à fait. Voilà, l'international. Vous savez d'ailleurs, Eugène Pottier, elle a été écrite d'ailleurs à la fin de la semaine sanglante par... Eugène Pottier, et donc c'est le combat effectivement des travailleurs pour le pouvoir. Et vous savez, voilà, moi je suis fière dans cette campagne justement d'afficher mon internationalisme et de dire, y compris par rapport à la question migratoire qui est très vive dans cette campagne qui est portée par l'extrême droite, moi je serais très fière de dire bienvenue aux émigrés. Bienvenue aux émigrés qui sont des travailleuses et des travailleurs. Mais est-ce qu'on ne peut pas et qui ont besoin se réapproprier, même quand on est à lutte ouvrière et qu'on défend l'internationalisme, le drapeau français, qui est aussi un symbole révolutionnaire, il a été porté lors des batailles oui, et puis il a été porté. La Marseillaise a été chantée. Il a été aussi porté par l'armée française quand elle est allée conquérir l'Algérie. Elle a été portée par ce même drapeau pendant la collaboration. Voilà, ce drapeau. Dit que c'est un symbole bourgeois. Bien sûr, c'est un drapeau qui est porté clairement par ceux qui dominent aujourd'hui dans le pays. Tout à l'heure, j'ai dit que les travailleurs n'ont pas de patrie, mais je pense effectivement que quand on se retrouve dans la situation de ne pas pouvoir vivre dignement, voilà, je ne vois pas comment on peut se dire « oui, mon pays va m'apporter ». Non, la réalité, c'est qu'il faut se battre, Et on a, nous, travailleurs, à inventer une nouvelle société et à mener nos combats. Et ça, en ayant cette conscience que ce qui nous unit, c'est le fait d'être travailleuses et travailleurs. C'est pas notre nationalité, c'est pas notre couleur de peau, c'est pas voilà. Donc voilà, il faut qu'on soit unis, indépendamment de tous ceux qui veulent nous diviser. Voilà, il faut savoir finir une grève et il faut savoir finir une émission. Merci beaucoup. C'est ce que nous faisons. Merci beaucoup Aurélien et merci à vous Nathalie Arthaud d'avoir été notre invitée. Un grand merci aussi à Flore Simon pour avoir préparé cette émission et bien sûr à toute l'équipe technique. À très vite.